J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Demain, malheureusement demain, le 24 avril 2025, nous allons assister à la cérémonie d'enterrement de Lounis Hametoj, cet homme d'affaires, cet industriel de la région de Aqbou Abjaya. Et vous allez voir qui est très populaire, qui est extrêmement aimé par les enfants de sa région, les habitants de sa wilaya, de sa région, par toute la Kabylie, mais par aussi toute l'Algérie. Il bénéficie d'une popularité, il jouit d'une extrême popularité, il a gagné le cœur et le respect de plusieurs millions d'Algériens. Moi, ça fait des années que je travaille sur l'Algérie, j'ai rarement connu des hommes qui soient aussi respectés et aussi considérés et qui font pratiquement l'unanimité. Généralement, en Algérie, dès qu'on dit quelqu'un, on lui tombe tous dessus, ou des personnes essaient de dire du mal de lui, la médisance, de le critiquer, de le vilipender. Il a des partisans, d'autres personnes sont des partisans à lui, essaient de lui faire des louanges et des éloges, mais il n'y a jamais eu d'unanimité autour de certaines personnalités. Lounis Hametoj, c'est l'un des rares, vraiment l'une des rares personnalités algériennes qui a, on va dire, suscité autour d'elle une véritable unanimité. C'est-à-dire les gens disaient que du bien de lui, parce qu'il n'a fait que du bien. À l'occasion de cet enterrement qui aura lieu dans son village natal, à Shlata, je me suis trompé la dernière fois dans mon émission, dans l'hommage qu'on lui avait rendu, un long hommage, on avait parlé de son enfance, de son parcours, de ses réussites, de ce qui a fait la réussite et la gloire un petit peu, la réussite éclatante de Lounis Hametoj et sa popularité. J'avais dit qu'il était né dans un autre village. Son véritable village de naissance est Shlata, sur les hauteurs de Aqbou. Et c'est là-bas où il sera enterré. Il est né là-bas en 1946. Il n'en demeure pas moins que la mort de Lounis Hametoj ne doit pas y passer inaperçu et que surtout, moi j'invite les dirigeants algériens à s'inspirer de son parcours, à s'inspirer de ses succès, de ses réalisations pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Lounis Hametoj a été ce berger visionnaire qui est devenu milliardaire et un grand industriel et il a été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus utile à l'Algérie que l'ensemble des dirigeants algériens qui se sont succédés dans les postes les plus névralgiques et les plus régaliens de l'État. Et je vais vous raconter pourquoi Lounis Hametoj doit être une source d'inspiration. Pourquoi il doit être une référence pour ces dirigeants qui veulent réellement développer l'Algérie et trouver des solutions au problème de son sous-développement qui la paralyse, qui l'étouffe et qui l'empêche d'accéder à son véritable rang parmi les puissances émergentes sur la scène mondiale. Lounis Hametoj, quand il était né pratiquement orphelin. Il avait perdu son père très très jeune. Il a perdu son mère très très jeune. Il a été orphelin il est orphelin de père à l'âge de 2 ans. Il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Il a été élevé par son frère, par son grand frère et sa sœur. Il vivait chez son grand frère et chez sa sœur. Il a commencé très jeune à travailler en faisant du pâturage, en élevant le cheptel, notamment les moutons. Il a donc été berger. Dès sa tendre enfance, il a été berger pour aider son frère et sa sœur et la famille qui l'accueillit, qui veillait sur son éducation, pour les aider à subsister, pour devoir avoir les frais de subsistance. En Kabylie, dans certains villages, on subsistait, on survivait face à la misère, face à la rudesse de la nature, face aux conditions de vie extrêmement précaires et extrêmement primaires. Parce qu'on a l'impression, quand on parle de la Kabylie, on essaie à chaque fois de l'idéaliser. Attention, c'était une terre difficile, inhospitalière. La culture kabyle, justement, sa grandeur et sa noblesse, et d'avoir permis à une population de s'adapter à une nature compliquée, complexe,
et de créer face à cette de dompter cette nature, de l'apprivoiser et de créer une civilisation qui apprend les plus belles des belles valeurs d'humanisme. C'est ça la véritable grandeur de la Kabylie. C'est dans un environnement hostile, inhospitalier, on arrive à se doter de valeurs, à créer des beaux villages, un environnement culturel raffiné, et on apprend des valeurs de noblesse et d'humanisme extrêmement importantes. Younes Hamidouche ne voulait pas rester berger. Donc, il voulait absolument travailler, il voulait quitter son village, etc. Et c'est comme ça qu'il a voulu partir à l'aventure. Il voulait pas rester berger, il voulait prendre son destin en main, il avait des rêves, il voulait pas rester bloqué dans son village natal et se contenter de regarder les belles montagnes de Kabylie. Il est parti à Alger où il est devenu chauffeur routier. Il a décroché un emploi, un poste d'emploi, il a appris à conduire, etc. Et notamment, il est devenu conducteur de camion. Il travaille très dur, avec quelques économies, il va s'offrir un camion. Il va travailler à son propre compte. Dans les années 80, il va même s'offrir 3-4 camions, il va essayer de rester dans les transports. Les transports, être routier, conducteur de camion, c'est un métier extrêmement difficile, éreintant et très peu compatible avec la vie de famille. On est toujours en déplacement, on est toujours très loin de chez soi. L'Algérie est un grand pays. Il faut souvent 2-3 jours de route pour aller au sud, de l'extrême sud et revenir. Donc c'était un métier extrêmement compliqué. Il a voulu changer de métier, il a eu l'idée de se lancer dans l'industrie du textile. Fin des années 80. Il se lance dans l'industrie du textile, il pensait que ça pouvait réussir, il a échoué. Il a échoué parce que le pays avait commencé à se libéraliser face aux importations depuis l'Asie, notamment depuis la Chine. L'Algérie, le secteur du textile algérien commençait justement à s'effondrer à partir de la fin des années 80 et début des années 90 avec la décennie noire où les sites industriels des entreprises publiques étatiques spécialisées dans le textile ont été détruites et ravagées et le pays était obligé de recourir aux importations pour couvrir les besoins vestimentaires de la population. Il y avait un neveu à lui qui était installé en France. C'est lui qui lui a soufflé l'idée, il lui a dit pourquoi pas on se lance pas dans le yaourt qui était très méconnu à l'époque des tables algériennes. Il y avait que Giplé, je crois qu'avec une groupe étatique qui fabriquait le yaourt, etc. Et c'était pas vraiment dans la culture algérienne le yaourt. Donc on connaissait le lait, mais on est le pays de l'ben, on est le pays d'Araïb, le lait caillé, etc. Mais le yaourt c'était un produit laitier à l'époque très méconnu, mais à part par une certaine classe sociale et une certaine bourgeoisie locale. Il se lance donc dans le yaourt et à partir de 1993, sur son lieu natal, son village Chelata, il crée un premier atelier avec une vieille machine. Il commence à fabriquer des yaourts. Sauf que le site était très difficilement accessible, c'était un village sur les hauteurs. Il lui-même a raconté que beaucoup de clients qui avaient des camions pour venir prendre les pots de yaourt Soumam ne venaient pas parce que c'était très difficile d'y accéder et c'est très compliqué de s'approvisionner toujours en allant jusqu'à ce village de Chelata. Donc, il lui est arrivé, c'est Younes Hamidouche lui-même qui le raconte dans plusieurs émissions. Moi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, il me l'a même confirmé, moi-même il me l'a raconté, qu'au départ, sur les 20 000 pots de yaourt qu'il produisait au départ en 1993 jusqu'à 1994-95, il lui est arrivé des fois de jeter jusqu'à 15 000 pots par jour. Une des pertes monumentales. Pourquoi? Parce que les camions de la clientèle ne revenaient pas. Il avait du mal à monter, à descendre pour atteindre son atelier qui était situé sur les hauteurs de son village. Il décide de se délocaliser, il va à Akbou. C'est ça, à Akbou, qui va devenir plus tard, début des années 2000, ça a commencé fin des années 90, début des années 2000, le pôle de l'industrie agroalimentaire avec plusieurs marques qui vont s'installer là-bas, toujours dans les produits laitiers, dans les produits de l'industrie agroalimentaire qui s'est bien développée à Akbou. D'ailleurs, Giorgiola, une autre marque, a été rachetée plus tard par Danone en 2005-2006, jusqu'à 2007. Toutes ces entreprises locales privées algériennes se sont installées autour de Akbou qui était un mi-chemin sur la route qui reliait Bjaya à Alger. Et donc, il a été aidé par des personnes, par des amis à lui qui lui ont trouvé un local. Il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler, Personne n'y croyait au départ.
Regardez la détermination d'un homme. Le premier secret, c'est la détermination d'un homme. Son courage. Il est arrivé des fois de jeter dans les poubelles jusqu'à 80% de sa production. Parce qu'il trouvait pas de clients, il n'y avait pas assez de distributeurs ou de camions il y avait des clients qui étaient intéressés par ces yaourts, mais ils avaient du mal à aller jusqu'à Arbo pour les rechercher, pour les revendre dans les grandes villes du pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va contracter un crédit bancaire en 1996 pour s'offrir de nouvelles machines. Il a commencé par acquérir de nouvelles machines. Et à l'époque, 96, il commençait déjà à employer 60 personnes. Il va commencer à produire 120 pots de yaourt par jour. Donc, il se dote de nouvelles machines, beaucoup plus modernes. Et il commence à changer l'emballage. Et c'est là où il a trouvé des idées depuis la fin des années 90. Il a eu regardé la différence entre un dirigeant algérien, bureaucrate, fonctionnaire dans son bureau, les mots croisés ou les slogans politiques ou le populisme ou les manipulations ou les guerres de clans. Il y a un Algérien patriote, créateur de richesse et entrepreneur. C'est pour ça que je vous disais que les dirigeants qui n'ont pas connu le monde en entreprise, qui n'ont jamais travaillé pour leur propre compte, qui n'ont jamais fait le terrain, ils ne peuvent pas gouverner un pays ni l'aider à se développer. Hametosh, qu'est-ce qu'il pense? Il a compris que jusqu'à la début des années 2000, qu'il avait un problème, que même son produit est de bonne qualité, malgré que les machines nouvelles qu'il a achetées produisent un yaourt de bonne qualité, c'est que il pourra pas réussir tant qu'il n'arrive pas à la question de la distribution. Les clients n'ont pas à chaque fois les camions, les moyens nécessaires pour venir jusqu'à Arbo et prendre ces yaourts. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui-même acheter, il va lui-même devenir le premier distributeur de ces produits. Avant, les entreprises privées n'avaient pas cette culture. C'est l'un des rares et l'un des premiers industriels et commerçants algériens qui a compris la nécessité d'être le propre distributeur et de maîtriser la distribution de ses propres produits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté lui-même des camions pour devenir son propre distributeur. Ensuite, quand il a compris qu'il ne pouvait pas gérer à la fois son usine, la production de yaourt, l'amélioration, l'acquisition de la matière première, l'amélioration de la qualité de ses produits, tout en contrôlant la distribution de ses produits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des centaines de camions avec son argent. Il les a donnés à des jeunes, il a sélectionné des jeunes. Il leur a dit, vous avez 5 ans pour rembourser la valeur de ce camion que j'ai acheté. Mais pendant ces 5 ans, vous allez me distribuer tous mes produits à travers le pays. Donc il a donné des camions, il a fait des crédits aux jeunes. Donc vous avez eu des centaines de jeunes, de Herbo, de la région de Kabylie, aussi d'Alger, de partout à travers le pays, qui ont trouvé un travail grâce à Soumam, qui ont pris un camion de Soumam, et donc étiqueté avec la publicité, avec les panneaux d'affichage, avec toutes les supports publicitaires au nom de Soumam, et c'est eux qui prenaient les yaourts de Soumam depuis Arbo et qui livraient à travers tout le pays. Et c'est comme ça qu'il s'est doté d'un réseau extrêmement efficace de distributeurs. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à démocratiser le yaourt en Algérie. Il a démocratisé sa marque, mais il s'est pas rendu compte que Younis Hamitosh, il a démocratisé l'accès au yaourt tout court. Donc grâce à des petits camions frigorifiques, 5 ans pour les rembourser. Une fois qu'ils sont remboursés, les jeunes vont les garder, vont devenir eux-mêmes leurs propriétaires, ils vont rester propriétaires de ces camions. Et comme le business marche, l'activité elle est rentable, ça leur fait vivre, ça les fait vivre, ils ont continué à travailler avec Soumam pour distribuer ces produits. C'est comme ça que Soumam s'est répandu sur l'ensemble du territoire national. Et c'est comme ça que Soumam est devenu une marque réellement populaire. Et il a réglé, Younis Hamitosh, il a eu le génie, l'idée de régler le problème de la distribution dès la fin des années 90. Comme ça, au milieu des années 2000, sa marque, elle a complètement explosé. Deuxième idée de génie de M. Younis Hamitosh, c'est les vaches. Il savait très bien que le cours du lait était compliqué. Le prix du lait, quand il monte sur le marché mondial, la matière première, elle coûte très cher. L'État est censé donner de la poudre de lait pour la production de sachets de lait, produits subventionnés, mais le yaourt n'était pas un produit subventionné, donc souvent il n'y avait pas assez de poudre de lait où l'État rechignait à accepter de vendre la poudre de lait pour les fabricants locaux. Sinon, c'était les privés qui devaient eux-mêmes aller importer leur poudre de lait sur les marchés mondiaux. Ils étaient dépendants des fluctuations du marché mondial. Qu'est-ce qu'il a fait, Younis Hamitosh? Il a compris qu'il doit s'appuyer sur un lait produit localement.
C'est-à-dire qu'il a eu l'idée, comme on cherche à résoudre le problème, comme par exemple quelqu'un qui veut, comme on est confronté à des problématiques dans d'autres secteurs, la matière première, il faut qu'il le produit algérien, il faut qu'il dépende, il faut qu'il soit un taux d'intégration élevé. Il faut que la matière première, le maximum de composants nécessaires pour sa fabrication, il faut qu'il soit fabriqué et disponible en Algérie. Sinon, ce produit ne sera pas rentable et il ne sera pas rentable pendant longtemps, il ne sera pas durable. Et c'est pour ça qu'on a, que le Nissan Touch a lancé dans l'acquisition des vaches. Comment il a fait? La même chose, il a acheté des vaches lui-même. Il a commencé à acheter des vaches lui-même. Ensuite, il a permis à des éleveurs, il a donné des crédits à des éleveurs pour qu'ils achètent eux-mêmes les vaches. Ça lui a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup ont dit qu'il va perdre beaucoup d'argent, que c'est un mec fou. Il va aider les éleveurs algériens à trouver à acheter des vaches. Les éleveurs, c'est pas des travailleurs. Ils vont jamais le rembourser. Ça va jamais marcher. Et pourtant, ça a marché jusqu'au 1er mars. Il est mort le 19 avril 2025. Jusqu'au 1er mars 2025, Soumam avait inauguré sa septième ferme. Elle-même, cette ferme. La 7e ferme était dans la région de Soukharas. Dans la wilaya de Soukharas. Cette ferme. C'est un programme qui a commencé je crois qu'il a commencé à partir de 2015-2016 et qui en 2025, Soumam avait 7 fermes. Avec ces 7 fermes, ça fait 7000 grâce à sa ferme, 3000 vaches à peu près. 3000 vaches et quelques, d'après les chiffres que j'ai. Ensuite, en plus de ces fermes-là, il a fait des conventions avec 7000 éleveurs, avec sous contrat. Ces éleveurs avaient 72 500 vaches, dont 16 000 vaches ont été financées par Soumam, c'est-à-dire Soumam a financé l'acquisition de 16 000 vaches laitières par les éleveurs algériens. Plus 3 000 vaches, donc il a un réseau qui lui a permis de collecter quotidiennement 866 000 litres de lait à travers 40 centres régionaux. Et ce qui représente, selon nos informations, selon nos recherches, 50% de la matière première de Soumam, c'est du lait cru, produit localement. Ce n'est plus de la poudre de lait. Et donc, Soumam a rentabilisé, est devenu encore plus rentable, et c'est pour ça qu'il a atteint pratiquement la barre des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, depuis 2016, il avait dépassé la barre des 390 millions de chiffre d'affaires, parce qu'il a réussi à maîtriser toute la chaîne de production. Là, depuis la distribution jusqu'à la vache laitière. C'est une idée de génie. Or, normalement, ce qu'il a fait, ensuite il est parti dans la production de l'orge, du fourrage, ensuite il s'est intéressé aux aliments de bétail. Il a eu une stratégie, monsieur Lounis Hametosh. Il a eu une véritable stratégie. Il a travaillé pour créer un groupe, une entreprise, qui est présente dans tous les maillons de sa production. Il ne s'est pas contenté de prendre une matière première et de la transformer en produit fini et de vendre ce produit fini et de gagner de l'argent comme ça. Non, il s'est impliqué dans la production de la matière première, dans sa distribution et dans les conditions de sa création. Et c'est comme ça qu'il est devenu archi-milliardaire. Bon, il n'a pas eu la fortune de Tahkoud ou d'Ali Haddad ou de Rabrab, mais quand même, il pesait entre plus de 100 millions d'euros. Ensuite, il s'est diversifié. Il s'est lancé dans l'hôtellerie à travers plusieurs villes algériennes. C'est, je pense, la chaîne hôtelière Atlantis. Et c'est comme ça qu'il a assis une véritable légitimité. Il a construit une véritable légitimité et que son groupe est devenu un groupe solide, sérieux et solide. Et moi, je me souviens, quand on lui pose la question « Comment tu as réussi ?» etc., il avait toujours cette réponse, moi qui est très touchante, même moi me l'a dit, il a dit à tous les journalistes qu'il a rencontrés. Il n'y a pas de secret, il disait. Le travail, le courage et la confiance. La richesse ne tombe pas du ciel. La richesse ne tombe pas du ciel. Et ce que disait Lounis Hametosh, ça s'applique, c'est une règle qui devrait s'appliquer pour toutes les Algériennes et pour tous les Algériens. Ça s'applique à l'échelle de l'Algérie. À l'échelle de l'Algérie. La richesse ne tombe pas du ciel. Il faut que nous, les Algériens et les Algériens, comprenions, il faut qu'on travaille. Il y a un problème, il faut qu'on lui trouve une solution. Le problème qui n'a pas de solution n'est pas un problème. Et chaque problème a une solution. La solution vient de la détermination et du travail.
Le travail, le courage et la confiance, la richesse ne tombent pas du ciel. Il a été visionnaire, Lounis Hamidouche. Alors que malheureusement, les dirigeants politiques algériens, les différents ministres, les différents membres du gouvernement, notre pays ne s'est pas développé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des dirigeants qui étaient le contraire de Lounis Hamidouche, qui ne travaillaient pas, qui se faisaient pas confiance, ni n'avaient confiance en leur peuple, et qui n'étaient pas courageux pour entamer les véritables réformes, et surtout qui pensaient que la richesse tombait du ciel. La richesse venait de la terre parce qu'il y avait le pétrole et le gaz. Donc les dirigeants algériens se contentaient uniquement de vendre le pétrole et le gaz à l'état brut. Si Lounis Hamidouche avait l'occasion d'être dirigeant de son attaque ou il avait investi dans le secteur des hydrocarbures, il aurait fait comme Souman. Il se serait pas contenté de maîtriser, de transformer le pétrole. Il aurait transformé le pétrole. Il aurait aidé à maîtriser son stockage, par exemple, ou sa distribution. Il aurait même, et se serait même intéressé à l'industrie pétrochimique, à savoir à l'acquisition et à la fabrication de machines qui pourraient transformer le pétrole en produits dérivés à forte valeur ajoutée. Mais là, la démarche de l'UNESA, c'est le seul qui a adopté une démarche de maîtrise de la chaîne de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, je ne me contente pas de vendre un produit fini, je maîtrise sa distribution, je maîtrise la fabrication de sa matière première, je maîtrise les approvisionnements et je crée autour de moi tout un écosystème. Lounis Hamidouche, il a créé un écosystème. Il a les éleveurs, les distributeurs, les propriétaires de camions, les collecteurs de lait. Tout ça, c'est un écosystème que Lounis Hamidouche a créé. Parce qu'il a compris que c'est ça les vrais hommes d'affaires. Les Steve Jobs, les gens le gars de Amazon, Elon Musk, Bill Gates. Pourquoi ils sont puissants et c'est des génies? Parce qu'ils ne se sont pas contentés de créer des produits, ils ont créé des environnements, ils ont créé des écosystèmes. Un produit à lui seul n'a aucun sens, n'a aucune valeur s'il n'existe pas dans un écosystème. Et ça, Lounis Hamidouche l'a compris. Soumam a pris de la valeur parce qu'il y avait des éleveurs, parce qu'il y a des distributeurs, parce qu'il y a des collecteurs de lait, parce qu'il y a des fermes pilotes et des fermes modèles. Et c'est ça la leçon de la vie de Lounis Hamidouche. Ça serait bien que les dirigeants algériens apprennent de ce parcours et se lancent aussi dans une quête de solutions en trouvant, avec le travail, avec la recherche intellectuelle, avec l'abnégation, la détermination permanente, mais en s'attaquant aux problèmes de fond. Mais malheureusement, les dirigeants, au lieu de travailler, ils font de la politique, ils font des slogans politiques, de la politique politicienne et du populisme. Le populisme ne va pas aider l'Algérie à se développer. La richesse ne tombe pas du ciel, comme disait Lounis Hamidouche. Est-ce qu'un jour les dirigeants vont l'écouter? Je l'espère bien.